Bonjour à toutes et à tous. D'abord, quel plaisir de démarrer ce samedi de la Convention avec une salle déjà bien remplie. Nous, on se réjouit parce qu'on n'a pas toujours pensé qu'on arriverait à organiser, après ces 2 ans de pandémie, un événement comme ça qui nous rassemble tous, qui nous donne l'occasion de travailler ensemble. Donc, le plaisir est vraiment immense. Donc, on s'en réjouit. Alors, juste peut-être une petite séance d'introduction ce matin avant qu'on commence le travail en atelier. Je vous demande alors, sans plus la présenter, d'accueillir notre présidente Véronique De Keyser. Enfin, presque tout le monde ici, enfin on se revoit et on s'est mis à travailler ensemble. Ça pour moi, et pour tout le mouvement, je crois, c'est un moment qui est excessivement important. C'est un moment qui est excessivement important parce que depuis le début de ma présidence, une présidence avec vote virtuel, assemblée générale virtuelle, mouvement virtuel puisque je ne pouvais pas le rencontrer, les contacts humains, ça commence à devenir absolument indispensable, vital. Alors, l'événement d'aujourd'hui n'est pas un événement qui commence quelque chose. Ce n'est pas non plus un événement qui va finir quelque chose. Alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce quelque chose, c'est il y a à peu près 1 an, on s'est aperçu que, vu le contexte actuel, vu la situation terriblement difficile que nous avions traversée, d'abord avec la crise du Covid, et puis les inondations, et dans ma région à Liège, je vous assure qu'on en a souffert, et puis cet été, les incendies, tout à coup, et puis la guerre d'Ukraine, et puis la crise financière. Dans cette espèce de succession de chocs, des questions importantes comme l'état de droit, qu'est-ce qu'on va devenir, se posaient, et la mise en route de la laïcité pour défendre à la fois nos acquis, nos droits acquis, et je pense notamment au droit à l'avortement pour les femmes, mais aussi ce qu'il nous faut conquérir comme droit et comme possibilité d'action, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se dire qu'on est pacifiste ? Est-ce que ça existe encore ? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire qu'il peut y avoir encore des solutions au changement climatique, que nous en sommes en partie responsables et que nous avons quelque chose à dire ? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore se dire que le monde animal, bien sûr, ce n'est pas les humains, mais que nous sommes interdépendants de la nature, de la faune, de la flore, des animaux, qu'il faut qu'on les soigne, qu'il faut qu'on les prenne en considération et que nous sommes liés à l'ensemble du vivant. Quelle est aujourd'hui, dans la laïcité, la place qu'on laisse à notre rapport au monde ? Et c'est là qu'on s'est interrogé. Et donc on a demandé, il y a environ 1 an, on a demandé à chacune des régionales de ce mouvement, il y a 7 régionales pour ceux qui seraient ici et qui arriveraient en découvrant le mouvement, 7 régionales, 300 associations et une constellation de maisons de la laïcité. C'est immense le CAL, c'est immense la laïcité organisée. Et on a demandé à chaque régionale de développer un thème qui pourrait sembler un thème prioritaire aujourd'hui. Les 7 thèmes qui ont été choisis ne venaient pas de rien. On avait avant fait une immense enquête à travers tous les militants en disant, voilà, tous les thèmes auxquels nous pensons, vous en retenez combien ? On en a retenu 7. Les régionales ont travaillé toute l'année sur ça, elles ont fait des trucs géniaux, elles ont fait des colloques, elles ont fait des marches, elles ont fait des soirées. Moi, je me suis régalée pendant toute l'année. Et puis on s'est dit, tout ça, on va le rassembler et on le rassemble aujourd'hui. Donc, ce qui arrive aujourd'hui sur la table, c'est déjà le travail de chacun d'une année. Alors maintenant, si on veut vraiment développer la militance dans ce mouvement, si on veut aller au-devant de ces causes et dire « nous avons notre mot à dire, nous avons une pensée là-dessus, nous voulons des actions là-dessus », il faut encore restreindre ce champ de propositions.
Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez 7 ateliers qui reflètent les 7 thèmes qui vont se développer. Vous avez les ateliers, et puis cet après-midi, restez, parce que votre voix compte. Et il y aura 2 votes importants. Les ateliers de ce matin vont faire des propositions d'action militante. Chaque atelier va faire 3, 4 propositions, je n'en sais rien. Et on va vous demander, de toutes ces propositions qui vont vous arriver cet après-midi sur la table, d'en choisir 3. 3 lieux où on va vraiment se battre et être militants ensemble pour les défendre. Et puis, de tous ces thèmes que j'ai évoqués, c'est-à-dire le thème de la pauvreté et de l'exclusion, le thème des droits de l'homme, la lutte contre l'extrémisme, le changement climatique, etc., qui ont fait l'enseignement, l'égalité homme-femme, qui ont fait l'objet des ateliers, on va en retenir, là aussi, 3, qui seront nos thèmes, nos propositions de réflexion et d'engagement du mouvement. Ce ne seront pas des actions militantes comme dans les propositions, mais ce seront des thèmes que nous allons choisir. Donc on va ressortir ce soir avec un véritable programme, non pas qui viendra du CALCOM, c'est-à-dire ce qui est à la tête du mouvement, la tête pensante d'habitude, mais la tête pensante, on ne pense pas plus que vous et moi, c'est-à-dire on pense comme tout le monde, mais mettons-nous ensemble pour penser ensemble, je pense que ça donnera des résultats certainement aussi bons et peut-être même, qui sait, meilleurs. Donc voilà, on va partir avec un programme que vous aurez élaboré depuis la base, et c'est ce programme-là qui se déroulera dans les 3 années à venir, et vous aurez l'occasion, bien évidemment, d'y participer. Ça, c'est le sens de cette journée. On a renversé, si vous voulez, la machine. C'est plus le CALCOM qui suggère, et nous, on fera ce que vous aurez dit, et on démultipliera par la voix, par le lobbying, par ce que nous avons comme force de frappe, évidemment, à la tête du mouvement, on démultipliera vos propositions et vos actions. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Moi-même, j'irai un peu d'atelier à atelier pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et je vous le dis, ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant, ce n'est pas quelque chose qui finit, mais j'ai tout de même l'impression que nous aurons à marquer cette journée d'une pierre blanche. En tout cas, pour moi, quelque part, malgré tout, c'est un point zéro. Voilà. Merci en tout cas à vous d'être là, et on se revoit en fin de journée. Et si vous n'êtes pas content, vous le direz, mais moi je suis déjà un petit peu contente, je vous l'avoue. Voilà. On va vous proposer tout à l'heure les modalités d'un vote. Il s'agira d'en choisir 3. On essaie de sélectionner en fait 3 propositions concrètes qui sont susceptibles d'une action citoyenne, d'une action de mobilisation de la part des militants et des sympathisants du CAL. Alors ça ne veut pas dire qu'on va jeter toutes les autres propositions, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire abstraction de tout le travail qui a été réalisé dans les ateliers, notamment toutes ces nappes qui ont été remplies de commentaires, etc. On garde tout ça très précieusement parce que ça va nourrir nos réflexions. On a aussi une série de publications qui viendront, on aura à l'occasion des élections aussi la publication d'un certain nombre de mémorandums proposant un certain nombre de propositions pour les programmes des partis politiques en vue du prochain scrutin. Donc tout ceci est un travail qui n'est vraiment pas perdu, mais ici on se dit qu'on va un peu sonder l'Assemblée sur les propositions pour lesquelles il y a le maximum qui est enclin à se mobiliser. Donc on fait presque un test de popularité par rapport à l'envie de se mobiliser sur l'une ou l'autre de ces propositions. Je ne voudrais pas non plus, avant de procéder à la lecture de tout ça et vous les présenter, oublier de remercier alors vraiment les animateurs, les rapporteurs, les experts qui ont concouru au bon déroulement des ateliers, bien entendu, vous toutes et tous qui avez participé en nourrissant toutes ces réflexions du meilleur de ce que vous aviez à apporter. Alors, j'en viens aux propositions qui résultent de ces ateliers. On va les afficher à peu près par thématique. Voilà. Pour l'atelier droits humains, 4 propositions.
Donc 1, développer des outils de sensibilisation à l'égalité sociale et écologique, locale et globale, création de jeux coopératifs, rôle, table en ligne. 2, exiger le droit légal à un contact humain accessible de façon financière, géographique et temporelle auprès des services privés et publics. 3, interpeller les différents partis politiques et niveaux de pouvoir sur l'exigence d'audit citoyen préalable à toute mesure ayant trait au service public et un audit de contrôle a posteriori. 4. Le CAL doit réinvestir ses associations et inversement pour faire le lien entre les préoccupations citoyennes et les actions avec les politiques pour les faire remonter au bon niveau de pouvoir, réanimer la citoyenneté, médiatisation, sortir de l'entre-soi. Ça, ce sont les propositions de droits humains. Alors, l'atelier pauvreté, cohésion sociale. Alors donc la proposition 5, de manière participative et inclusive, dans une logique d'éducation permanente, travaillant avec les personnes concernées et pouvoirs publics, faire avancer les propositions des acteurs et associations actives dans le droit au logement. Alors la 6, le CAL demande un soutien permanent au cadastre des logements vides et des terrains publics et l'octroi de moyens financiers supplémentaires pour la création et le maintien de logements et terrains publics. 7, le CAL peut aider toutes les activités aidant au développement du droit au logement en soutenant des initiatives permettant de la solidarité entre personnes pour améliorer le logement et trouver des réponses structurelles et durables. Alors j'en viens au changement climatique. 8. Donc, agir pour un cadre économique alternatif, dont notamment via l'économie du donut. 9. En matière de traçabilité des ressources, mettre en place une politique de devoir de vigilance. 10. Évaluer chaque politique sous le prisme de la question environnementale et de la justice sociale. Et 11. Déconstruire le dogme de la croissance, par exemple en réglementant et limitant les publicités de masse, mettre en place une éducation permanente et continue capable d'émanciper du néolibéralisme. Alors, lutte contre les extrémismes. Alors là on voit qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un souci de concision ou si finalement on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on a un tout regroupé. Mais donc, la 12, afin de lutter plus efficacement contre le risque d'instrumentalisation de la laïcité, il est proposé de décomplexifier la définition afin de mieux la transmettre, de communiquer au plus près des citoyens, citoyennes, pour ouvrir les publics et ne pas rester entre convaincus. Il est proposé également de développer des débats plus inclusifs et des outils, expositions, colloques, jeux, pour construire un mieux vivre ensemble. Enfin, il est proposé de mieux tenir compte des minorités au sens large afin notamment de déconstruire les croyances sur les religions et éviter les exclusions. Alors, la 13. Plaidoyer, campagne sur les conséquences de l'absence de fonds d'État en raison de l'évasion fiscale, appuyée par une étude chiffrée du détricotage de l'État social depuis 50 ans. En parallèle, s'investir aussi dans des actions concrètes, notamment de lutte contre le statut de cohabitant, la fracture numérique et militer pour revendiquer de nouveaux droits sociaux. Alors, 14. La mixité sociale n'est pas un outil suffisant pour lutter contre le racisme, mais nécessaire. L'école doit favoriser la mixité sociale et donner des outils pour que celle-ci fonctionne. C'est-à-dire connaissance des autres cultures, activités d'éducation à la citoyenneté, au vivre ensemble, empathie, accès équitable en fonction des revenus aux activités sportives, culturelles et donner plus à ceux qui en ont besoin. Et 15, créer et promouvoir une base de données numérique co-construite des savoirs laïques nouveaux et existants pouvant être communiqués sur les réseaux sociaux dans le but de les rendre plus attractifs et accessibles au mouvement laïque. Alors, séparation Église-État. 16, dans l'enseignement, déconstruire les stéréotypes anti-laïcité, promouvoir des espaces communs de dialogue comme les espaces culturels et artistiques. 17. Engager d'ici 2024 nos partenaires sociaux et politiques et inscrire dans la Constitution la laïcité comme principe d'inclusion et d'égalité pour dépasser les clivages et les communautarismes en 2029. 18. Introduire les cours de philosophie et citoyenneté dans l'ensemble du système éducatif belge, basé sur les valeurs universelles en s'appuyant sur une refondation des maisons de la laïcité pour redynamiser et approfondir la formation des enseignants. 19. Inscrire la laïcité dans la Constitution, devenir un État laïque en créant un réseau unique et laïque d'enseignement, j'imagine, et arrêter le financement des cultes par l'État. Alors, égalité femmes-hommes. 20.
Individualiser et automatiser les droits sociaux en supprimant par exemple le statut de cohabitant. 21. Ouvrir et amener dans toutes les associations laïques, via les plans d'action, les différents mouvements qui combattent les inégalités de genre dans tous les domaines. 22. Militer pour minimum 2 heures de cours de philosophie citoyenneté, conscientiser les jeunes aux questions d'identité de genre, aux discriminations liées et aux rôles sociaux. 23. Créer des outils pour que le primo-votant s'approprie le sujet de l'IVG, pour interpeller le politique en vue des élections 2024 via les réseaux sociaux et les cours communs obligatoires à l'école. Et alors enfin, le 7e thème, enseignement. Mener une série d'interventions, maintien de la qualité des prestations éducatives, augmenter les enveloppes allouées aux écoles, mener une révolution sociétale en changeant l'ordre des priorités pour y mettre au centre l'éducation. 25. Chaque CAL prévoit une équipe pour accompagner les écoles dans la mise en place de la démocratie scolaire par le conseil de participation et par des méthodes d'action collective. 26. Recentrer les actions du mouvement autour du plaisir d'apprendre des élèves et pas sur l'utilitarisme. Et 27. Réalisation d'un cadastre des activités de ce que proposent les associations laïques pour l'enseignement sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire offre de service au pouvoir organisateur pour promouvoir la liberté, l'égalité et la solidarité. Voilà donc les 27 propositions qui résultent des 7 ateliers. Alors, il s'agira maintenant d'opérer un choix délicat. Donc, l'objectif, comme je vous le disais en introduction, c'est de vous demander de choisir les 3 propositions que vous préférez à l'aune d'un critère. C'est indiquez-nous les 3 pour lesquels vous êtes le plus susceptible de vous mobiliser. Pour des actions citoyennes, que sais-je. On verra évidemment en fonction des propositions qui seront retenues le type d'action citoyenne qu'il est possible de mener, mais bon, que ce soit une manif, une pétition, des débats, une interpellation, etc. Enfin, donc ça on imaginera un peu en fonction d'eux. Mais donc c'est vraiment le critère, l'envie de se mobiliser. Étant entendu qu'on est là plutôt dans une position qu'on est déjà prêt à défendre, c'est-à-dire qu'on ne doit plus réfléchir des mois pour en tracer les contours. C'est vraiment l'enjeu d'une proposition de mobilisation sur laquelle on peut rapidement mobiliser le mouvement dans son ensemble, fort de la légitimité en quelque sorte que nous donnera le vote de cet après-midi, qui nous indique donc cette envie de mobilisation. On verra plus tard, alors, pour les thématiques futures, sur lesquelles on doit encore beaucoup réfléchir et qui formeront le programme d'action pour les années suivantes. Ici, on est vraiment dans un enjeu de mobilisation citoyenne plus immédiate. Et alors, enjeu de mobilisation citoyenne plus immédiate. Donc, alors, comment vote-t-on? Il y a 2 modalités pour voter. C'est pas très compliqué, mais ça vaut la peine de bien écouter. Alors, il y a le vote en ligne, d'un côté, le vote papier de l'autre. J'y viens dans un instant. Sachez que pour le confort de ceux qui vont devoir dépouiller, si un maximum d'entre vous peuvent privilégier l'option vote en ligne, ça nous simplifie quand même assez fort la tâche et les opérations de dépouillement. Alors, on va lancer le vote dès que j'ai fini de vous parler. Et alors, la clôture de ce vote par papier ou de façon en ligne se fera à la fin du débat des experts, soit, normalement, si l'horaire tient, à 16h15. Ça nous laissera le temps de dépouiller et alors d'annoncer les résultats, comment dirais-je, un peu plus tard. Alors, le vote en ligne. Donc là, on a essayé de faire des slides très clairs. Donc, en fait, là, ce que vous voyez à droite, ça s'appelle un QR code. Un QR code, donc vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'appareil photo, vous ciblez le QR code et alors apparaît un lien vers un petit site internet qui est en fait un formulaire de vote avec les 27 propositions. Et alors là, il s'agit donc de voter pour maximum 3 propositions préférées. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton « Terminer » afin de valider le vote. Ça, c'est pour l'option QR code, vote en ligne. Il y a sur le slide, mais vous trouverez ça dans vos fardes aussi, le mot de passe et le nom du réseau Wi-Fi de la sucrerie. Comme ça, c'est simple de se connecter. Vote en ligne donc. On peut peut-être passer au vote papier alors. Si je peux avoir le slide suivant. Voilà, merci. Alors donc, ceux qui ne parviendraient pas à utiliser, ou qui ne souhaiteraient pas d'ailleurs, utiliser le vote avec le QR code, en fait, il suffit de lever la main et alors on a près
à être distribués des formulaires de vote, des bulletins de vote avec les 27 propositions. Et donc, il suffit de lever la main et, comment dirais-je, de le... Voilà. Je vous dis vraiment, on essaye tant que faire se peut le vote en ligne, ça nous simplifie vraiment la vie, mais donc ce n'est pas un problème. Alors là, il suffit de remplir, évidemment, le formulaire avec les 3 propositions préférées, et puis vous faites passer votre bulletin, une fois rempli, aux personnes, en gros, qui sont occupées de les distribuer maintenant. Alors, on a mis dans les petites fardes que vous avez reçues en arrivant à la convention ce matin, celle qui se trouvait dans les fardes qu'on vous a données, un petit document qui rappelle ces consignes. Sur ce document, on trouve le QR code qui permet de voter et on trouve un QR code qui permet d'accéder au réseau Wi-Fi de la sucrerie. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Alors, s'il y a évidemment des questions, il y a toujours un voisin ou quelqu'un qui peut vous aider à répondre. Normalement, le QR code fonctionne quand même particulièrement bien. On a testé, on peut le scanner du dessus de la salle. À partir de maintenant, le vote est ouvert. Vous avez donc jusqu'à 16h15 pour voter. Et alors à 16h15, début du débat des experts, là, à la fin du débat des experts, pardon, on clôture les opérations de vote. Un choix s'est opéré sur différentes actions concrètes à entamer d'emblée. Et donc ça, elles sont adoptées par votre choix. La première, c'est l'individualisation et l'automatisation des droits sociaux et en évoquant prioritairement le statut de cohabitant. Je pense que c'est un travail important. La seconde, c'est d'évaluer chaque politique sous le prisme de la question environnementale et de la justice sociale. On se rend compte là tout de suite qu'on est évidemment dans des temporalités différentes. Et la dernière, je suis ravi d'ailleurs qu'on la choisisse après le passage de la Ligue d'improvisation Rosea-Tchète, sinon ça aurait été l'objet d'un petit peu de moquerie. C'est pas vrai, pas sur le fond, mais sur la forme. Déconstruire le dogme de la croissance, par exemple, en réglementant et limitant les publicités de masse et en mettant en place une éducation permanente et continue capable d'émanciper du néolibéralisme. Voilà donc le choix qui a été opéré. Plus qu'à la morosité, c'est bien à l'action que nous appelle la situation. La passivité des résignés, elle est pire que la tyrannie des maîtres. Nous savons aussi, ici, au sein de ce mouvement laïque, que nous sommes surtout efficaces, avant tout efficaces, dans l'action collective. Isolés, nous ne pouvons rien. Par contre, il y a à embrasser une dynamique collective. Chers amis, plus que jamais, nous avons un devoir de nous tenir droit en affirmant notre inébranlable choix de vivre à notre guise et de perpétuellement réinventer le monde en nous moquant de tous ceux qui veulent nous réserver une vie faite de méfiance systématique et d'effroi. Notre sort sera en partie lié à nos choix. Ici, ils ont été faits. Je vous propose donc de prendre dans la farde qui vous a été confiée le petit signet de couleur et, si vous le souhaitez, à main levée ou en agitant ce petit signet, d'adopter comme plan d'orientation pour les actions futures du CAL pour les années à venir la lutte contre les atteintes à l'environnement, la pauvreté et la cohésion sociale et la lutte contre les extrémismes. Ah, je suis le seul à voir cette... magnifique, ça donne très bien. Eh bien, je pense que je ne vais pas compter les voix ou les bras agités, mais en tout cas, je me réjouis à la fois du travail effectué et du choix qui est opéré cet après-midi. Merci à vous. Je ne sais pas si je vais parler pourquoi, parce que j'ai eu, durant ce merveilleux week-end, 2 traumatismes. Le premier, c'est avec la Ligue de l'impro. Je me suis dit, mais tout ce que j'ai écrit, à mon avis, je n'oserais jamais le dire. Le deuxième, c'est que j'ai appris qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Je suis en train de mettre mon sac là. Pas de hiérarchie au CAL. Et moi, j'étais présidente. Donc je ne sais pas très bien si je suis encore présidente, mais de toute façon, je vous suggère de m'appeler camarade citoyenne. Voilà. Maintenant,
Maintenant, je suis déjà beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise, effectivement, pour conclure ces deux merveilleuses journées. Et je voudrais dire à quel point ça a été, et c'est, et ce sera, je crois, un moment important dans le mouvement laïque. Un moment important pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous sommes au milieu d'un trouble quasi à l'échelle planétaire, qui a des menaces partout, qui a le chaos, qui a une espèce de sidération par rapport à tout ce qui nous tombe sur la tête, et que dans ces moments-là, il est tout de même encore possible d'avoir des week-ends comme celui-ci, où on refait le monde, où on prend le temps de discuter, où on est fraternel, etc. Et c'est une leçon, parce que dans les pires enfers, et même pendant les guerres, il y a eu ces espèces de parenthèses où on préparait le monde de demain. Et donc, pour moi, ça, c'est excessivement important. Et je vous dis à tous merci, parce que ça s'est fait sans concertation, simplement parce que je pense que nous partageons, que nous soyons membres du mouvement laïque ou que nous soyons simplement des hommes et des femmes de bonne volonté, nous partageons certainement les mêmes valeurs et la même foi dans l'humanité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour lequel je trouve que ça a été magique, c'est que la méthode que nous avons adoptée pour cette convention était le contraire de ce qui était l'habitude du CAL. Je voudrais dire qu'on a changé de logiciel. En effet, Benoît vous l'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'il vous l'a dit, mais on a passé un an à essayer de consulter non pas nos troupes, mais le mouvement, la base du mouvement, ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui voyaient les catastrophes sociales, ceux qui savaient écouter les malades, les détenus, etc. Et pour leur dire, mais maintenant, même si les principes de la laïcité ne changent pas, vers quoi, comment va-t-on décliner la laïcité pour qu'elle fasse sens, pour qu'elle soit concrète, située, pour qu'elle parle à chacun d'entre nous? Et ça, il n'y a que la base du mouvement qui pouvait le dire. Ils ont été tous consultés. Il y a eu des questionnaires qui ont circulé. Quel thème est-ce que vous retenez? On avait une montagne de thèmes. Ils sont devenus 28 thèmes. Et puis 7 thèmes sur lesquels on travaillait chacune des régionales, chacune un. Et puis aujourd'hui, on repart avec 3 propositions et 3 propositions de thèmes. Et ces propositions de thèmes, c'est rien que de dire qu'elles me vont tout à fait. Je pense qu'elles sont absolument indispensables, vitales pour la démocratie. Et puis, on sait qu'on continuera le reste, qu'on ne va rien changer à nos chevaux de bataille habituels. Mais on a 3 thèmes, on a des propositions immédiates de militance et on a un mouvement qui est en marche. Mais que rêver de mieux? Maintenant, je suis sûre qu'en tout cas, nous allons tous ensemble non seulement prendre conscience de la force que nous représentons, parce que nous sommes une force, et aussi des menaces que nous devrons contrer, non pas seuls comme mouvement laïque, mais avec tous ceux qui partageront, je le redis, nos valeurs, notre foi en l'avenir et en l'humanité, et les mêmes combats. Et là, il y en a beaucoup. Et j'en ai vu quelques-uns dans cette salle, et je remercie tous ceux qui sont venus voir ce qui se passait au CAL, mais qui ne repartiront pas les mains vides. Et je pense qu'avec tout ça, on peut voir, si pas l'avenir avec confiance, en tout cas notre capacité de construire un avenir meilleur. J'en suis absolument convaincue. Alors, maintenant, je dirais, c'est un moment clé. Il n'est pas né de rien, je vous l'ai dit, et il part vers l'avenir. Donc on se trace 3 ans, pendant 3 ans au moins, on va suivre ces thèmes, les approfondir, ne pas négliger certains autres, etc. Mais nous avons une sorte de légitimité de travailler sur des thèmes dont on me disait il y a
moins d'un an. Enfin, pourquoi tu penses à ça? Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Le climat n'avait rien à voir avec la laïcité. Aujourd'hui, je vois qu'on a changé, mais ce n'est pas nous qui avons changé, c'est le mouvement, c'est la base du mouvement qui a poussé ça. Et ça, c'est une bonne chose. On sait depuis longtemps qu'il y a plus dans 700 têtes que dans une, mais la démonstration est faite aujourd'hui. Alors, vous allez dire, oui, ben, tout ça, c'est blabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais non, pas du tout. Ça change tout. Ça change tout pour nous, pour moi, pour le mouvement. Et ça va tout changer dans la militance dans la militance du mouvement, sachant bien que ces thèmes, ils ont été pensés par eux, voulus par eux, et que nous serons tous ensemble pour les défendre. Alors, maintenant, je voudrais reprendre quelques-unes des réflexions que m'apporte la visite que j'ai faite des ateliers aujourd'hui et les débats d'hier. Je dirais qu'il y a pour moi des choses hyper intéressantes au-delà du choix de thématiques qui étaient précises et de thèmes de militance qui ont été extraits cet après-midi. Au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui a changé. Et c'est quelque chose d'autre, c'est des thématiques nouvelles, des concepts nouveaux qui apparaissent. Il y a ce que j'ai noté dans mes petits papiers en vous écoutant, une sorte de tension permanente entre le concret et l'imaginaire. Entre le concret et l'imaginaire, c'est-à-dire le concret, c'est bon, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du budget, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui doit se faire là, comment est-ce qu'on le réalise, etc., etc. Et il faut du concret. Il faut savoir où on va, il faut quantifier, il faut absolument s'ancrer les pieds dans la boue. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont apparues. Je ne citerai pas Sylvie, qui vient nous dire que la laïcité, c'est le plaisir. J'adore. Je dirais qu'il y a d'autres thèmes. Il y a eu Jean-François Daoust hier, qui disait qu'il fallait introduire la fraternité, le concept de fraternité dans le juridique. C'est tout de même nouveau. Il y a ceux qui nous parlent de sensibilité, d'émotion, de dignité, d'échange. Ça, ce sont, je ne le vois pas, un monsieur adorable qui nous parlait de la qualité de la vie, de garder le temps long, parce que ces concepts-là font référence à quelque chose, et je vous en parlerai, qui est de plus en plus courant maintenant, y compris sous la plume des philosophes, et qui est de dire, je pense à Cynthia Fleury, que j'ai déjà citée hier, mais ceci c'est une autre citation, nous avons en nous des trésors, des biens qui nous sont communs, et ce n'est pas la notion de bien commun comme le vaccin universel qui sera un bien commun de l'humanité, c'est ce que nous avons en nous qui est tellement précieux, qui fait l'humain et qu'on ne peut pas nous voler. C'était les données personnelles peut-être, mais aujourd'hui, ce sont ces notions justement de qualité de vie, d'émotion, etc., dont on sent bien que les circonstances, dont on sent bien que la publicité, dont on sent bien que certains régimes, etc., voudraient nous enlever. Et Cynthia Fleury, à cet égard, dit « c'est bien commun ». Et elle parle du silence, des soins aux morts, de l'horizon, de l'espace, du temps, etc., de ces perceptions que nous avons. Ne mutilons pas notre temps, n'en faisons pas un temps fragmenté, parce que si nous faisons ça, nous touchons à la qualité de la vie. Ces notions-là, elles interviennent de plus en plus. Et je crois qu'elles finiront par rentrer aussi dans notre conception de ce que peut être une vie digne, une vie qui vaut la peine d'être vécue et des biens qu'il faut absolument, absolument préserver. La deuxième chose que je retiens, c'est que finalement, nous avions développé 7 thèmes. Et puis, quand je vais dans l'atelier pauvreté, j'entends oui, mais la
pauvreté, c'est aussi la question du climat, c'est aussi la question de l'enseignement, etc. Et finalement, ce que nous avons présenté comme des thèmes séparés sont tous interconnectés les uns avec les autres. Nous avons des aspects qui vont être transverses et qui vont revenir en permanence. Et c'est vrai qu'on dira, on va travailler sur pauvreté et cohésion sociale, mais on va voir apparaître quantité d'autres thématiques qui vont intervenir. Et donc, si on ne les a pas choisis prioritairement maintenant, les autres thèmes vont ressurgir, c'est évident. Tout ça forme un tout qu'on a séparé pour les besoins de la cause. Alors, je pense que cette idée d'un imaginaire, de l'émotion, des sentiments, cette idée de nouveaux critères, conquête de pouvoir, fraternité, qualité de vie, temps, horizon, ces idées d'interconnectivité de tout, oui, le climat est lié à la santé, le climat mondial, c'est lié à la question d'une seule santé pour la planète, c'est lié à d'autres choses, mais tout ça, c'est le monde qui est en train de surgir. Et ce que nous avons voulu, en déclinant de nouveaux thèmes, c'est de faire une laïcité dans son rapport au monde, pas hors sol, pas stratosphérique, pas uniquement à base de principes, mais gardant les principes, quelque chose qui pénètre dans les réalités de la vie et les réalités de chacun. Alors, ça m'amène au dernier point que je voulais soulever avec vous. Et ce point concerne l'apport extraordinaire que la libération de la parole des femmes ont apporté au mouvement. Alors, bien entendu, vous avez tous en tête MeToo qui a célébré, MeToo qui est une véritable révolution dont je n'ai pas envie de discuter ici parce qu'elle a ses côtés sombres, mais elle a ses côtés très importants, très lumineux pour les femmes. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aujourd'hui tout un courant de femmes qui sont des femmes philosophes et qui ont fondé une sorte de mouvement ou d'école informelle parce qu'elles veulent aujourd'hui refonder les Lumières. Et elles s'appellent les Nouvelles Lumières radicales entre elles. Alors, quelle est leur pensée première? Mais leur pensée première, c'est de défendre ce qui est critiqué aujourd'hui tout le temps, c'est-à-dire l'humanisme universel. Et l'humanisme universel, il est critiqué par tous ceux qui ne comprennent pas sans doute la laïcité ou par ceux qui peut-être la comprennent trop bien, mais je n'ai entendu durant ces 2 dernières années que partout, sur les réseaux sociaux, dans les lettres qu'on envoyait, dans certains articles, etc., que l'humanisme universel était complètement périmé, qu'il était impérialiste, sexiste, raciste, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on avait 2 oublis majeurs, les femmes et les Noirs, et spécialement les Noirs esclaves. Et que ce n'est que très lentement que le combat des femmes a été un peu parallèle au combat des Noirs pour leurs droits civiques et pour exister dans la société. Ça n'en fait pas pour autant, puisque quelque chose, un humanisme universel qui serait impérialiste, mais c'est un slogan, c'est devenu un slogan chez ceux qui le rejettent. Et justement, ce mouvement des femmes philosophes que je parlais, et il y en a des dizaines, elles tournent toutes autour de la même argumentation. C'est de dire, tout le monde critique, et nous critiquons l'humanisme universel du passé, tel qu'il a été conçu, et nous voulons non pas supprimer l'universalisme, mais vous en proposer un autre. Alors, je vais vous passer tous les détails de ça, mais ça tourne autour de l'idée, nous ne voulons pas d'un principe qui nous tombe sur la tête, et nous ne voulons pas de la seule raison pour nous guider, nous pensons que la raison est inséparable de l'émotion. Ça, c'est l'argument. La raison
doit s'accompagner de l'émotion, du sentiment, etc., pour permettre notre partage avec les autres. Et je vous lis ce que Marina Garcés, qui est une des pionnières de ce mouvement, mais il y en a bien d'autres, nous dit de ce fameux universalisme. Elle dit « C'est notre capacité à partager les expériences fondamentales de la vie, comme la mort, l'amour, l'engagement, le sens de la dignité et de la justice, l'attention, le care, le soin, etc. Quel chemin s'offre à nous désormais pour explorer ces proximités et élaborer un sens de l'expérience humaine sans projection d'un modèle sur un autre, d'un modèle de culture, d'un modèle de société, etc. Nous devons coexister avec des modèles qui peuvent être différents, mais qui partagent le même sens de la vie. » Et elle dit, plutôt que d'être rejeté, l'humanisme et l'héritage culturel européen dans son ensemble devraient être remis à leur place, c'est-à-dire un point parmi d'autres du destin commun de l'humanité. Alors, ce que dit Garcés, des dizaines d'autres écrivains, elle est de Barcelone, c'est une Espagnole, mais il y en a bien d'autres. Je pense à Corinne Pélenchon, je pense même jusqu'à un certain point à Cynthia Fleury, je pense à des tas d'autres, mais c'est chaque fois cette idée de on va repenser cette idée d'universalisme pour le rendre acceptable à tous. Alors, je ne vais pas évidemment vous proposer une autre version de l'universalisme aujourd'hui. Je voudrais simplement vous dire que le prolongement des débats, quand on voit apparaître des notions comme dignité, comme écoute, etc., doit être repensé aussi dans les définitions de l'universel, que certains l'ont fait, et ça sera un très beau sujet de réflexion, en tout cas, pour la suite. Donc il n'y a pas seulement des actions à faire, il n'y a pas seulement des thèmes à faire, mais il y a des réflexions à mener et je vous y inviterai avec le plus grand plaisir. Je voudrais finir avec ceci. Parmi les droits des femmes, je voudrais rendre vraiment un hommage tout particulier aux femmes iraniennes aujourd'hui qui se sont battues comme des lionnes. Il semble que Téhéran soit en feu ce soir, que la situation se soit aggravée. Je pense aussi aux femmes afghanes qui se sont battues, pas seulement contre le port du voile, mais pour l'enseignement, pour la liberté, pour la démocratie dans leur pays, et qui l'ont payé absolument très cher. Mais je pense que ça ne va pas faire fléchir le mouvement des femmes. Et je voudrais citer, c'est la dernière citation que je vais vous infliger, mais il y a des tellement belles choses qui sont écrites que même si on ne le comprend pas tout à fait, si la ligne de l'impro est là, je vous défends de faire un papier là-dessus. Je vous cite Wassila Tamzali, femme algérienne, écrivaine, qui vient d'écrire un livre avec Michel Perrault, donc une icône du féminisme français. Michel Perrault et Wassila ont écrit « La tristesse est un mur entre deux jardins » où elles parlent de la libération de la femme et elles disent « Dans ma jeunesse, les femmes disaient aux hommes « Il faut nous donner la liberté, car vous avez besoin de nous. On a fait la guerre, libérer le pays, élever les enfants. Si vous voulez développer le pays, il faut nous reconnaître comme égales. » Ce qu'évidemment les hommes n'ont pas fait. Les femmes d'aujourd'hui, dit Wassila, sont radicales et elles affirment « On est libre, que cela vous plaise ou pas. » Nous étions dans la plaidoirie, dit Wassila, elles sont dans l'énonciation et la déclaration, et ça, c'est un pas fondamental. Et c'était un pas fondamental dans la libération des femmes de dire les droits, on les prend, on est libre, que vous veuilliez nous donner la liberté ou pas. C'est ce que font aujourd'hui les femmes iraniennes, c'est ce que feront d'ailleurs toutes les femmes dans le monde. Et de ce côté-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la parole et dans la pensée des femmes. On ne l'a pas pris, mais vous savez bien que l'égalité hommes-femmes, et Sylvie est là pour en témoigner, est un des thèmes que nous comptons développer. Et ça fait partie effectivement
de ce mouvement d'espoir qui caractérise en tout cas la Convention d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Et vous voyez que je termine non pas sur une conclusion, mais en ouvrant encore des possibilités de travailler ensemble et de se battre ensemble dans les années à venir. Merci en tout cas d'avoir fait de cette convention un moment vraiment important dans la vie de ce mouvement.